Dans notre société, le travail est bien plus qu'une simple activité pour gagner sa vie. On nous rabâche sans cesse qu'un travail doit être un projet, chargé d'un sens profond. Mais dans cette quête incessante de sens, est-ce qu'on ne nous prend pas un peu pour des pigeons? Parce que, à bien regarder de plus près, on peut remarquer que dès notre plus tendre enfance, on nous conditionne à choisir une voie professionnelle, à planifier notre avenir avec des objectifs clairs et des débouchés assurés. L'injonction au projet professionnel nous pousse à construire des carrières linéaires, cohérentes, alors même que le monde du travail est souvent chaotique et imprévisible. On nous demande en fait de justifier chaque année de notre parcours comme si une carrière devait suivre un plan préétabli sans aucune place pour l'exploration ou bien même l'erreur. Cette pression constante génère une véritable angoisse du vide, de l'écart dans le CV, de l'année perdue. Mais cette idéologie, bien loin de nous épanouir, nous enferme dans un cycle perpétuel de performance et d'auto-justification. Et que dire de cette quête de sens au travail, souvent dictée par des impératifs économiques? On nous demande de trouver du sens dans des emplois qui parfois n'en ont pas, dans des organisations où l'efficacité prime sur la qualité au travail. On nous impose un discours sur le sens, mais les conditions réelles de travail ne suivent pas toujours. Trouve un boulot que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie. Cette phrase célèbre résonne aujourd'hui avec une ironie particulière, car dans un monde où le travail perd parfois tout son sens, où l'absurdité semble régner en maître, il devient essentiel de retrouver notre pouvoir de redéfinir ce que signifie réellement travailler. Bonjour Adrien. Tu sais quoi? En écrivant cette petite intro, je me suis dit, ah, ça sent vraiment la fin de notre série. Même moi, maintenant, quand j'écris nos intros, je me dis, mais j'aurais tellement pas écrit ça comme ça avant. Les gens, ils vont peut-être ressortir de là maintenant déprimés. Plus personne voudra travailler. On aura foutu l'économie en l'air. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Adrien? Est-ce que ce qu'on fait là, ça fait du sens pour toi? Tiens. Oui, oui, bonjour Camille. Ça fait du sens pour moi parce que fondamentalement, ce genre d'initiative, c'est des initiatives qui permettent de donner des armes aux gens pour comprendre mieux ce qui se passe autour d'eux et les déterminants qui sont autour d'eux. Et pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire, euh, tu vis une vie et tu es obligé à un moment donné de prendre du recul et de te dire, mais pourquoi et comment je vis ma vie? C'est ça la philosophie. Et je trouve que les sciences, c'est une arme formidable pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Et là, on utilise des arguments issus de la psychologie ou issus de la sociologie pour expliquer ce qui se passe autour de nous au travail. Et moi, pour moi, c'est comme ça aussi qu'on redonne du sens en donnant des armes qui sont à la fois des armes politiques, psychologiques, sociologiques aux personnes. Pour moi, ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Et j'espère aussi que pour les auditeurs, ça fait du sens. Ça redonne aussi du sens à qui ils sont dans leur vie et une perspective de qu'est-ce qu'est le travail pour eux dans leur vie. Puis ça redonne aussi un peu de pouvoir aussi, je trouve. Non. Oui, parce que le sens donne du pouvoir, à la fois de l'agentivité, c'est-à-dire la possibilité d'être son propre acteur de sa vie, mais aussi un pouvoir politique de dire: «Mais en fait, si on se lie les uns aux autres, on est capable aussi de porter notre voix plus loin que si j'avais été tout seul» et c'est ça qui, je pense, est très intéressant parce que nous, on raconte nos petites histoires dans ce podcast, mais après les personnes qui nous écoutent vont raconter à leur famille, vont raconter à leurs collègues et puis c'est comme ça aussi qu'on va créer du lien les uns avec les autres en ayant, des histoires communes et en partageant les mêmes références. Pour moi, c'est essentiel. Et justement, en revenant sur ce sens au travail, d'abord, on va poser les bases. C'est quoi le sens au travail? Alors c'est quoi le sens au travail? Ben, si on se place d'un point de vue capitaliste, encore une fois, on prend ce point de vue-là. Après, on peut en prendre d'autres, mais là, pour cette série de podcasts, on s'est vraiment intéressé au sens capitaliste du travail, c'est de maximiser le capital. Donc pour une personne qui travaille, le sens du travail, c'est de pouvoir gagner le maximum de capital en travaillant le moins de temps possible. Et pour faire ça, ben, en gros, la plupart du temps, le capital, ce sera du salaire. Parce que pour la Mmh. plupart des personnes, tu ne gagnes pas du capital, que ce soit tu vas pas, acquérir des terres ou tu vas pas non, tu acquiers globalement du salaire. Donc c'est augmenter son salaire au maximum en un minimum de temps. Attends, désolée. Oui, C'est ça le sens au travail? Parce c'est que ça le parce sens au que travail. Pourquoi tu travailles?
Bah, le sens au travail, c'est pour moi, hem, la relation qu'il y a entre ton activité professionnelle et ce qui pour toi est réellement important dans ta vie. Tu sais, c'est, hem, je sais pas moi, c'est ce qui t'incite à qu'est-ce qui fait du sens pour toi pour aller te lever, pour aller travailler? Qu'est-ce qui, enfin, c'est tout ça. Tu sais, Mais c'est oui, qu'est-ce qui t'incite le matin à aller travailler et te lever globalement? C'est parce que gagner tu de as la besoin thune de de toute façon. manger et tu as besoin de manger, tu as besoin de te loger, tu as besoin et ensuite tout le reste passe après. Mmh. Et donc pour ça, tu as besoin d'une forme de capital. Alors après, on peut discuter des sens secondaires ou des justement, c'est ce dont on va venir par la suite, c'est de recréer du sens supplémentaire à ce sens-là. Mais le sens principal du travail, ce pourquoi il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui travaillent pas. Ceux qui travaillent, ils sont là pour gagner plus d'argent que ceux qui travaillent pas. Et d'ailleurs, on le voit bien, tous les discours par rapport aux personnes qui ne travaillent pas, ce sont des personnes à qui on dit: «Bah, vous n'avez pas le droit d'accéder à la propriété, vous n'avez pas le droit de manger aussi des savons que les autres, vous n'avez» donc ce qui fait du sens au travail, c'est d'accéder à ce type de capital. OK, donc parce que tu sais que là, en ce moment, quand on parle de sens au travail, on a enfin, je sais pas si tu as entendu beaucoup dans les impôts sur les dans les impôts, dans les infos, pas dans les impôts, dans les informations, sur des posts LinkedIn où on dit: «OK, qu'il faut qu'on trouve du sens, à ce travail-là». Mais je pense que, quand on entend cette question-là et c'est pour ça que ça m'étonne ce que tu me dis là, tu vois? C'est parce qu'on entend plus de, «OK, moi, le sens de mon travail, c'est, parce qu'il y a, je sais pas, moi, je travaille dans une entreprise, pour l'écologie. Ça, le sens pour moi au Mmh. travail que je trouve, parce que je travaille dans le bien-être social, c'est ça le sens que C'est tu là vois? où je vais utiliser ma métaphore du gâteau et du fruit auquel tu me posais la question. Hem, En fait, pour pouvoir maximiser ton capital, il Mmh. va falloir le faire aux dépens des autres. Tu as pas le choix parce que quand le capital est fixe, imaginons qu'une entreprise, elle gagne tant d'argent, cet argent, il va être redistribué. L'objectif du directeur, c'est de redistribuer le moins possible pour capter le maximum de ce capital. L'objectif Mmh. de son N-1, c'est de capter le maximum de capital en redistribuant le moins possible. L'objectif du N-2 et cetera. Donc toi, ton objectif à toi, il va contre l'objectif de l'entreprise. L'objectif de l'entreprise, c'est de t'exploiter au maximum, donc c'est-à-dire tirer le maximum possible en t'en redonnant le moins possible, tandis que toi, ton objectif, c'est d'en avoir le plus possible. C'est d'ailleurs pour ça que tous les ans, on réévalue le salaire et cetera et cetera. C'est justement pour maintenir cette tension. Bon, imaginons maintenant que c'est un gâteau que possède l'entreprise, plutôt que de l'argent. OK. L'entreprise, elle, ce qu'elle dit, elle a le couteau pour couper le gâteau et elle dit: «Bah, moi, je veux le maximum du gâteau et je te laisse des miettes». Toi, en tant qu'employé, tu dis: «Bah, moi, j'aimerais bien avoir une vraie part et pas juste des miettes». Et là, l'entreprise te dit: «Non, mais regarde, il y a un petit panier de fruits à côté. Regarde comment ils sont beaux ces fruits. Regarde cette banane et cette pastèque, comment c'est sucré, c'est super bon. Et même si tu veux la clémentine, je te l'épluche». Et tu dis: «Ah bon, bon, bah, alors OK, je garde les miettes, mais bon, au moins j'aurai une clémentine à côté». Sauf que toi, fondamentalement, ce que tu voulais, c'était du gâteau. Mmh. Mais tu acceptes ce compromis et donc tu acceptes, si je transforme cette métaphore pour dire exactement ce que je veux dire, tu acceptes de dire: «OK, si je peux pas trouver du sens au travail dans l'augmentation de mon salaire et donc l'augmentation de mes possibilités de capital vis-à-vis du temps que je passe au travail, alors je Mmh. dois trouver un autre sens dans ma vie, un sens secondaire dans ma vie au travail». En somme, j'accepte de passer 8 heures de ma vie dans un boulot en essayant de trouver un sens qui n'est pas celui de gagner plus d'argent vis-à-vis du temps que je passe au travail. Ou gagner de l'argent constant, mais en diminuant le temps que je passe au travail. Donc quand les entreprises disent: «Trouvez du sens dans votre travail», ce qu'elles disent, c'est: «Votre travail a un sens, mais nous ne voulons pas que vous réalisiez ce sens au travail, trouvez-en un autre. Allez chercher votre clémentine. Allez chercher votre clémentine». Mais on vous l'épluche si vous voulez, c'est-à-dire, si vous voulez avoir du bien-être dans votre travail, OK, on vous achète un baby-foot, ça va. Et pourquoi Et l'argent dépensé à ce baby-foot, il ne serait pas de l'argent remis dans le salaire? Pourquoi les primes ne seraient pas de l'argent dans le salaire? Bah, parce que ça coûte moins cher de faire des primes que d'augmenter le salaire. est-ce que tu vois une différence dans la manière dont, bah, les différentes générations, donc on a les millennials, les baby boomers et cetera, perçoivent ce sens au travail-là? Moi, je crois pas du tout à cette notion de génération. En fait, cette histoire de génération, elle a été principalement créée
en relation avec les écrans, l'informatique, la facilité à utiliser les outils numériques et cetera. Ce qui est totalement faux. C'est-à-dire Attends, ce que tu qu'effectivement veux ouais, dire excuse-moi, je suis désolée, enfin, ce que tu veux dire là, c'est que les générations X, Y, millennials, et ouais. cetera, ça a juste été mis en place depuis les écrans et par rapport aux écrans, c'est ça? Non, bah, on en parle souvent par rapport à leur, heu, manière de s'adapter vis-à-vis des écrans en disant, les générations il y a une génération qui a grandi sans ordinateur, une génération qui a grandi avec des ordinateurs et une génération qui a grandi avec des écrans tactiles. OK. En gros, c'est comme ça qu'on fait cette différence. Ce qui est pas du tout vrai en fait, c'est globalement, il y a des gens qui sont à l'aise avec des outils informatiques et des gens qui sont pas à l'aise avec des outils informatiques. Donc moi déjà cette idée de génération, j'y crois pas du tout et par rapport à ce qui est du sens au travail, moi j'y crois pas non plus parce qu'il y a trop de différences. Par exemple, tu vois, une différence entre, les ruraux et les urbains. Quand tu Mmh. es agriculteur, tu as souvent beaucoup de sens à ton travail. Si tu t'occupes des animaux, ton sens il est tout trouvé, c'est tes animaux. Quand t'occupes, d'un champ, tu as le rapport à la terre, tu as le rapport et tu vas aussi avoir un rapport avec, un mythe. Typiquement, j'ai repris mon exploitation familiale, donc il y a tout le côté, hem, tu vois, mythique du passé, du père, du grand-père et je le reproduis et cetera. Donc tu trouves ce sens-là au travail et quand tu es, urbain, c'est un peu plus compliqué, mais tu vas aussi parfois retrouver du sens où, tu vois, tu as ton grand-père qui était ouvrier et puis ton pè je dis grand-père, père et fils, mais ça peut être grand-mère, mère et fille aussi, qui était ouvrier, ouvrière et puis du coup, tu as, le père ou la mère qui a réussi à faire des études supérieures et du coup, toi, tu vas avoir comme sens au travail, comme devoir au travail de trouver, un travail qui, va les rendre fiers. Donc ça peut être médecin, avocat et cetera ou alors tu peux avoir l'effet inverse de dire: «Ben, mes parents, vu qu'ils ont bien gagné leur vie, ils m'ont permis de faire un travail moins compliqué ou moins demandeur» et par exemple, ils m'ont ouvert des portes pour faire des carrières artistiques ou pour faire, des carrières ou même juste me donner suffisamment j'ai le terme en anglais assets, de me donner suffisamment Comment ça on de dit ça encore? ressources en fait, Oui. de ressources dans la vie pour me permettre, par exemple, de développer ma propre activité ou enfin et du coup, en fait, tout ça va modifier considérablement ton rapport au sens de travail. Donc moi, je Ouais. crois pas trop à ces histoires générationnelles parce que dans une même génération, il y a tellement de différences entre les urbains, les non-urbains, les hommes, les femmes, les carrières universitaires, les carrières dans des écoles privées, les carrières dans des écoles d'ingénieurs et cetera. Tout ça va vraiment, pour moi, être trop différent pour dire: «OK, il y a une différence générationnelle». Moi, j'y crois pas trop. C'est parce qu'on entend beaucoup en fait dire, «Ah oui, bah, maintenant aujourd'hui les nouvelles générations, elles cherchent absolument à avoir du sens au travail et cetera». Alors que moi, tu sais, dans ma génération, on faisait notre travail, on venait au boulot, on disait rien et puis on faisait notre truc et on repartait. Alors qu'aujourd'hui on nous dem cette jeune génération demande beaucoup et cetera. Heu, on a beaucoup ce discours-là, d'où la question en fait. Le rapport au travail a peut-être changé. Est-ce que le Mmh. sens au travail a vraiment changé? Pas forcément, mais le rapport au travail, lui, il a assez probablement changé, oui, tout à fait. Ça, pour moi, effectivement, ça peut avoir alors est-ce que c'est un effet générationnel ou est-ce que c'est un effet, de pas interindividuel, mais justement des effets plutôt de l'échange d'informations? C'est plus facile, par exemple, maintenant qu'on a expérimenté le covid, c'est plus facile de travailler de chez soi. C'est plus facile de travailler, pour des organisations étrangères, c'est plus facile. Est-ce que c'est vraiment l'effet d'une génération ou est-ce que c'est une modification structurelle du travail? Je pense qu'elle est plutôt là la question. Sauf que c'est beaucoup plus facile, c'est toujours la même réponse qu'on donne à chaque fois au fur et à mesure des podcasts. C'est toujours plus facile de trouver une réponse individuelle à un problème systémique. Ouais. Alors là, est-ce que c'est un problème? Pas forcément, mais trouver une réponse individuelle plutôt qu'une réponse systémique, qui est: «Les gens sont comme ça», plutôt que: «Le travail se modifie de telle manière». Moi, je pense que c'est plutôt: «Le travail se modifie d'une telle manière». Tu pas l'impression enfin, moi, je trouve que même là, en parlant de plus en plus même dans le podcast, il se modifie quand même un peu en mieux parce que justement avant, on remettait pas en cause ce travail-là. On parlait pas de bien-être au travail, de qualité de vie au travail. On parlait pas des risques psychosociaux. On venait au travail, on était obligé et voilà, alors que maintenant, j'ai plus cette C'est impression-là pas quand vrai quand, tu avais avant les syndicats extrêmement forts, entre les années 20 et les années, entre les années 10 et les années, 30, où tu pouvais avoir des grèves qui duraient plusieurs mois et pour lesquelles tu vois, vraiment le mouvement le plus fort de ces dernières années, c'était, le mouvement chez Airbus, tu vois? Où il y a vraiment eu des violences envers les patrons
C'était quelque chose qui était absolument courant entre les années 10 et les a enfin 1910, parce que maintenant on est obligé de dire 1910, et 1930. Aujourd'hui, ça paraît, incroyable, quoi. Waouh, il Mmh. y a un patron qui a été violenté. À l'époque, c'était Bah, courant. quand même, tu sais, on a enfin, le patron de Airbus, là, je sais pas si tu te souviens des images, hein, ils avaient quand même, déchiré sa chemise, enfin, Voilà, c'était c'était même pas des vraiment violences physiques, tu vois? C'était des violences sur des vêtements, quoi. Tu te dis: «Mais c'est tellement complètement, enfin, la résonance médiatique est tellement complètement différente. Aujourd'hui, le patron est intouchable. C'est-à-dire, on touche des vêtements d'un patron, on se dit: «Oh là là, mais c'est dramatique». Mais à l'époque, on les séquestrait pendant des mois, hein, et c'était comme ça. oui, mais c'est pas Et non plus top. j'ai pas dit que c'était top, j'ai dit Ouais, tu dis: «Il y a des changements aujourd'hui qui font que, ouais, on est plus virulent envers, d'accord. l'exploitation». Et je dis: «C'est pas vrai, on est beaucoup moins Ouais, virulent aujourd'hui envers l'exploitation parce qu'on est beaucoup moins, hem, organisés envers l'exploitation». Parce que les syndicats ont globalement disparu. Les syndicats, c'était une force mmh. politique extrêmement forte qui aujourd'hui a complètement, été, éradiquée justement par le patronat majoritairement. Donc toi, tu dirais qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'on exploite plus les employés, qu'il y a quelques années de ça? En fait, tout ce qu'on a dit durant ce podcast, c'est Mmh. qu'on les exploite vraiment différemment, Ouais, dans le sens où, quand tu peux parler de encore une fois, hein, c'est ce qu'on avait dit, hein, il y a peut-être 2 podcasts, avant, quand on pouvait parler de hiérarchie sociale, que tu es ouais, un employé et un employeur, que tu as des cadres qui sont là pour cadrer les employés, bah, tu exploites ton employé. Quand aujourd'hui ton N+1 c'est ton collaborateur fondamentalement il peut pas t'exploiter. Donc en fait aujourd'hui l'exploitation elle existe toujours, mais elle est cachée. Et donc pour moi c'est vraiment une relation au travail qui est complètement, complètement diffé une vision de du travail qui est complètement différente, qui est beaucoup plus individuelle. Tu vois? Il y avait les employés et l'employeur. Bah, aujourd'hui il y a des collaborateurs qui en fait collaborent pas vraiment parce qu'ils collaborent pour un projet, ils collaborent pour 6 mois, ils collaborent pour 1 an, puis ils collaborent plus. Donc finalement il y a pas moins collaborant qu'un collaborateur. ouais. Est-ce que pour toi, la quête de sens au travail, c'est une responsabilité de l'entreprise? Alors du coup, ce que je disais avec mon histoire de gâteau et de fruits, c'est que, heu, quelqu'un qui te dit: «Je prends tout le gâteau, je te laisse que des miettes», tu vas être contre. Tu vas dire: «Bah non, Mmh. je trouve pas ça normal». Mais quelqu'un qui te laisse que des miettes, mais qui dit: «Hey, tu as une jolie salade de fruits à côté», tu dis: «Ah bon, bah d'accord, alors ça va». Donc en fait, c'est pas une responsabilité de l'entreprise de trouver du sens, c'est une obligation structurelle. C'est le seul moyen qu'il trouve pour justifier qu'il prend tout le gâteau. Comme l'entreprise refuse le sens du travail, il te refuse ton sens du travail. C'est-à-dire dans ton organisation capitaliste, elle te refuse l'accès au capital, elle est obligée de le combler avec une alternative. Et cette alternative, c'est on te donne un autre sens au travail. Et en plus de ça, il te l'impose de manière individuelle. C'est-à-dire que plutôt que de te dire: «Tiens regarde, c'est ça le sens que tu vas avoir au travail», ils te disent: «Trouve toi-même ton sens au travail». Et ça te permet de te le responsabiliser et de te dire: «Bah, si tu le trouves pas, c'est de ta faute en fait. Si tu sais pas quel fruit choisir, c'est ton problème». Mais en même temps, ça paraît logique de trouver soi-même son sens au travail. Pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose de quand même très individuel, le sens au travail? Comment est-ce que l'entreprise peut te donner du sens au travail sur quelque chose qui peut être aussi individuel que ça? Déjà, elle t'impose de trouver du sens au travail. C'est-à-dire qu'il y a pas forcément, il y a pas de sens au travail. Je veux dire, le seul sens du travail, c'est de pouvoir survivre et de pouvoir dégager du temps de oisiveté. Sauf que le travail, il te refuse le temps de oisiveté. Donc tu es obligé à un moment donné, de trouver du sens là-dedans. C'est-à-dire, quand à un moment donné, tu es 8 heures par jour au même endroit, c'est-à-dire la majorité de ton temps de vie se trouve à un endroit, tu peux pas dire: «Bah, dans cet endroit, j'ai que de l'absurde». Ça fait pas de sens. Donc effectivement, tu vas être obligé de trouver du sens au travail parce qu'on t'impose ce travail de cette manière-là. Et c'est aussi peut-être contre ça qu'il faudrait se révolter. On parle d'absurde, on parle tout ça c'est très Mmh. camusien, hein, parce qu'on parle d'absurde, on parle de sens, on parle mais il faut tu vois, c'est aussi de contre ça qu'il faut se révolter. Pourquoi est-ce qu'on est censé passer 8 heures par jour à un endroit? Est-ce que vraiment, c'est un modèle de vie qu'on souhaite? Est-ce que, bah, on peut pas se dire: «OK, 4 jours, OK, 4 heures par jour de ma vie, je fais quelque chose qui a pas de sens et j'accepte que ça a pas de sens, à part juste, bah, pouvoir gagner de l'argent pour faire autre Ouais. chose et puis le reste de ma vie, j'ai fait quelque chose qui a du sens». Tu c'est toutes ces questions-là qui sont importantes quand on parle de sens. Parce que
fondamentalement, si on te dit: «Bah non, en fait, c'est 8 heures par jour, c'est non négociable, débrouille-toi pour trouver du sens», bah, je trouve que c'est pas suffisant. Évidemment, si ça permet de faire gagner du capital à quelqu'un d'autre, cette personne-là va te dire: «Si, si, il faut que tu continues». Mais à un moment donné, c'est la question que tu posais au début du podcast, quoi. Pourquoi on fait ça? Mais justement, on fait ça pour poser des questions sur quel est notre rapport globalement au travail. Et juste te dire: «Il faut trouver du sens au travail parce que c'est ça qui fait que les gens sont bien psychologiquement», ça suffit pas. Pourquoi est-ce qu'on Non. nous impose cette question? C'est ça la vraie question du sens au travail, c'est pourquoi est-ce qu'on nous impose cette question? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait du sens au travail? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait du sens au travail et pourquoi est-ce que ce sens au travail n'est pas celui de simplement gagner de l'argent? Ouais. Bah, justement, en parlant d'argent, est-ce que d'après toi, la quête de sens, c'est pas juste un truc de bobo professionnel riche? Non, non, je pense pas parce que, heu, tu vois un ouvrier qui travaille dur, longtemps pour gagner un salaire de misère, le sens qu'il trouve au travail c'est de pouvoir nourrir sa famille et d'ailleurs, il y a tout un comment une justification, un train individuel qui va être de dire, «Moi, je me suis, battu toute ma vie pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille». Ça, c'est du sens. Ça, c'est du sens et après, c'est ce que je disais aussi pour les agriculteurs. Vas avoir aussi tout ce sens de: «Moi, je nourris la France», tu vois? Donc non, moi, je ne pense pas du tout à cette idée de bobo riche ou quoi. Là où, par contre, je rejoins complètement, ces questions-là, c'est que c'est moins évident de répondre à ces questions sur le sens quand on fait un travail de bureau, où on n'a pas un rapport direct avec son travail. Je veux dire, quand tu produis des fruits, des légumes et tu produis des fruits et des légumes, tu sais que les gens vont les Ouais. manger. Quand tu es ouvrier et qu'à la fin de ton mois, tu dépenses toute ta paye pour ta famille et que tu as pas de possibilité soit de remettre de l'argent dans du capital, soit de le laisser, sur un compte parce que tout part, tu es obligé de trouver du sens à ce que tu fais. Mmh Là mh. où c'est plus compliqué, c'est quand tu fais un travail qui te permet de nourrir, enfin de subvenir à tes besoins et aux besoins des gens autour de soi, mais que tu as encore un peu de surplus. Qu'est-ce que tu fais de ce surplus? Et c'est là, en fait, où tu vas te poser ta question du sens au travail. Ce à quoi on a répondu la dernière fois, c'est que ce surplus permet d'alimenter le tourisme. Mmh. De dire, ben, en fait, de ce surplus, je vais pouvoir aller m'amuser, profiter d'instants d'oisiveté qui sont contrôlés par le capital. Et au final, c'est une réponse, qui fonctionne quand tu y es, mais c'est pas une réponse qui fonctionne quand tu es au travail. C'est une question qui fonctionne quand tu es, en train de faire du tourisme. Et quand Et tu es alors au du coup, en fait, travail, pour excuse-moi. tu Vas-y, es vas-y. obligé, à un moment donné aussi, de te répondre à cette question, mais en fait, à quoi ça sert que je travaille, encore une fois, 8, 10 heures par jour pour gagner, 3 000 € alors que j'en aurais besoin que de 2 000 pour vivre correctement? Qu'est-ce qui justifie le fait que je fasse autant d'heures supplémentaires à faire un travail que j'aime pas, pour gagner un peu plus? Et je pense que c'est là où il y a le plus de tension et c'est là où je rejoins cette idée que, alors sans parler de bobo, mais de parler qu'en fait les métiers de cadre sont les métiers où, le sens au travail est la question la plus complexe à répondre parce qu'il y a pas de relation directe pour eux entre l'argent qu'ils gagnent et l'argent qu'ils dépensent ou comment ils le dépensent. Est-ce que ce serait pas plutôt parce qu'ils comprennent pas, tu sais, pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font? Tu sais, on a souvent, des histoires un peu extraordinaires de, j'étais, manager dans une grosse entreprise et je suis devenu, agriculteur, dans une petite ferme ou, j'étais, directeur d'une grosse banque et puis en fait, j'ai changé et puis maintenant je fais du vin ou je cultive du vin ou des choses comme ça. On a plein d'histoires comme ça. Est-ce que c'est pas non plus là? C'est parce qu'on ne comprend pas le sens même de son travail, on voit Moi, pas j'irais pourquoi un est-ce peu qu'il fait plus ça. loin. J'irais Oui. un peu Dis-moi. plus loin là-dedans. Je dirais, c'est pas qu'ils comprennent pas ce qui fait de ce qu'ils font, Mmh mh. c'est qu'ils il y a pas de en fait, le sens ne se trouve pas dans ce qu'ils font, il se trouve dans pourquoi ils le font. Et effectivement, quand tu es patron d'une grosse entreprise, tu vas dégager de l'argent, mais si tu n'as pas envie de jouer au rôle capitaliste, qui est que cet argent, tu dois le réinvestir, alors qu'est-ce que tu fous là? C'est-à-dire, tu joues à un jeu, tu gagnes au jeu, mais tu prends pas de plaisir à jouer au jeu. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah, tu joues à un jeu différent. Et effectivement, quand tu es patron d'une grande entreprise, si l'argent que tu gagnes, tu le réinvestis, tu rachètes d'autres entreprises, prends quelqu'un à ta place, puis tu deviens investisseur et puis grâce à tes investissements,
Là, tu joues au jeu et tu es heureux de faire ce que tu veux dire. Tu as du sens à ton travail, mais ton travail, c'est plus chef d'entreprise. Et de même, si tu es chef d'entreprise, ton rôle va être de maximiser les bénéfices de ton entreprise. Si c'est pas ça qui t'anime, c'est que le sens de ton travail n'est pas en adéquation avec ton travail. Le sens du travail d'un chef d'entreprise, c'est de maximiser les bénéfices de l'entreprise. Oui, OK, je comprends ce que tu veux dire. Donc effectivement, soit tu vas voir ailleurs, soit tu changes ton travail ou alors ce que tu peux faire, c'est dire: «OK, dans ce cas-là, j'accepte que mon travail n'est pas un travail capitaliste. J'accepte que mon rôle n'est pas d'augmenter les bénéfices de mon entreprise». Et dans ce cas-là, la question que tu poses, c'est: «C'est quoi mon rôle?» Et en fait, ça peut être plein de trucs. Tu peux dire: «Bah, finalement, combien de temps je travaille par jour de manière effective?» «Ah bah, c'est que 2 heures». Bon, bah, moi, en tant que dirigeant de mon entreprise, j'accepte de ne travailler que 2 heures par jour. Sauf que souvent, ces personnes-là se disent: «Non, mais je suis chef d'entreprise, je ne peux pas travailler que 2 heures par jour». Donc qu'est-ce Oui, qu'ils font? Beh, soit ce que tu dis, hein, ils deviennent agriculteurs parce qu'ils ont besoin de travailler beaucoup, parce qu'agriculteur, tu travailles beaucoup plus que 2 heures par jour. Soit, bah, tu vas avoir un mal-être parce que ce que tu fais est en contradiction avec effectivement tes valeurs. ton sens au travail, ouais, tout à fait. Et tu déjà un Globalement peu pour moi, réfléchi ouais, dis-moi, dis-moi. globalement la réponse se trouve là-dedans, hein. C'est vraiment, le sens du travail, ça reste d'augmenter son capital. Si tu es pas en accord avec ce sens-là, c'est que tu es pas fait pour travailler. Ça Sauf que fait tu es vraiment obligé de bizarre travailler. le sens au travail, c'est pour augmenter son capital. C'est tellement à l'opposé total. En même temps, notre podcast s'appelle Opinion populaire, donc on est en plein dedans, mais c'est tellement à l'opposé complet de tout ce qu'on lit sur le sens au travail. Déjà, j'avais pas cette notion de, bah, le sens au travail, c'est pour augmenter le capitalisme. Pas du tout, même, loin de ça. Quand on parle de sens, tu as plus l'impression, d'être proche des gens, proche de la Mais nature, enfin, tu sais, d'être quelque chose de qu'est-ce plus qu'elle humain attend de que le toi, ton capitalisme. entreprise? Qu'est-ce qu'elle attend de toi, ton entreprise? Que tu fasses augmenter le capital, non, mais je suis d'accord avec toi, mais ça paraît tellement loin de ce que tu entends parler. Attends, regarde, on va faire quelque chose ensemble. On va faire un petit exercice, on sort de ça. On va regarder le sens au travail. Tiens, qu'est-ce tu sais, les 1 choses qui sortent quand on va sur Google et qu'on tape, sens au travail. Là, la première chose que j'ai là, c'est: «Que veut dire le sens au travail pour les Français?» Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Trouver du sens au travail signifie exercer une activité compatible avec ses valeurs professionnelles dans le but de s'épanouir professionnellement. Ça, on est loin du capitalisme. C'est comment est-ce que toi, tu peux t'épanouir C'est quoi dans une valeur professionnelle? C'est quoi une valeur professionnelle? Ah non, mais ça n'a pas de sens. Le terme valeur professionnelle n'a pas de sens. La seule valeur du travail, la valeur professionnelle, c'est d'acquérir du salaire qui te permet de vivre, ou de vivre correctement, puis d'acquérir du capital. Qui te permet par la suite de réinvestir ton capital, qui te permet d'avoir plus de capital, sinon, tu fais pas des choses professionnelles ou, tu fais pas des choses capitalistes en tout cas. OK, donc est-ce que ça veut dire pour toi que la quête de sens au travail, c'est pas quelque chose d'essentiel dans la société actuelle? Je te pose la question pourquoi? Enfin, c'est un peu ma deuxième question d'ailleurs. Parce que là, en tapant sens au travail sur, bah, là, l'exercice qu'on vient de faire, c'est ce qui ressort. La quête de sens au travail est devenue essentielle dans la société actuelle, un objectif à atteindre pour les cadres, l'objet d'une stratégie à mettre en place pour les dirigeants, un challenge d'accompagnement pour les managers. Elle est le fruit d'un équilibre entre moyens matériels et humains pour répondre à des objectifs de vie pour les uns, d'image et de compétitivité pour les autres. Il nous faut de la quête de sens au travail. Mais oui, on revient exactement à ce que j'ai dit, au début. Si on te refuse une augmentation de salaire ou on te refuse que ton salaire soit en adéquation avec le travail que tu fournis, on est obligé de te trouver du sens au travail. Sinon, comment tu veux accepter d'être exploité? Comment tu veux, quand tu sais que toi, à chaque fois que tu vas gagner, 20-30 € par heure, le travail que tu fournis équivaut à 300-400 € par heure, comment tu veux accepter de ne gagner que 30 € par heure? Bah, tu l'acceptes parce que tu dis: «Oui, mais je fais ça pour le bien» ou «Je fais ça pour mon épanouissement personnel» ou je c'est la seule manière que tu as de rationaliser pourquoi tu acceptes ta situation sociale. Et l'entreprise, elle l'a bien compris et c'est pour ça que l'entreprise, elle met autant d'argent, elle met autant de force, de motivation, de tout ce que tu veux pour te faire comprendre que ton besoin à toi, en tant qu'employé, c'est de trouver du sens à ton travail.
Parce qu'elle sait très bien que cet argent qu'elle va investir dans du coaching, dans des formations, dans, des tables de ping-pong, dans, du yoga, dans tout ce que tu veux, c'est de Mmh. l'argent qu'elle n'aura pas à mettre dans ton salaire. Parce que y avoir une table de ping-pong à 400 €, ça sera toujours moins cher que de te payer vraiment le fruit de ton travail. Oui, complètement et puis, bon, pour ceux qui nous écoutent, hein, la table de ping-pong, elle sert un peu à rien, en entreprise ou dans un environnement de travail délétère. Mais est-ce que tu penses quand même qu'un manque de sens au travail, ça peut entraîner des problèmes comme le burn-out, la dépression et cetera, si on trouve pas du tout de sens à son travail? Qu'on voit ça complètement absurde? Moi, j'avais pensé du coup aux bullshit jobs là-dedans. Mmh. En fait, quel est le problème des bullshit jobs? Bon, déjà, je pense que c'est déjà pas très bien de répondre à cette question parce que chaque individu est unique et c'est toujours compliqué de faire une réponse, tu sais, très générale là-dedans. Mais je vais quand même la faire parce qu'on est dans un podcast. Hem, je pense que c'est surtout, qu'il y a une relation de temporalité qui est hyper important. Un bullshit On fait tous des bullshit, tâches, tu vois? Des bullshit Mmh. tasks. Je veux dire, c'est très compliqué d'avoir un métier où tu as pas des tâches, où tu te dis: «Bon, ça pourrait être automatisé» ou ça, c'est juste de la perte de temps ou bon, voilà. Typiquement des réunions, ouais, ça pourrait être un mail, des choses comme ça. La question est: «Pourquoi je fais ça?» C'est toujours, hein, la question du sens, c'est toujours la question du pourquoi, hein. Mmh. Pourquoi je fais ça? Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce que j'espère acquérir de nouveaux projets plus intéressants. Parce que j'espère que dans le futur, je pourrai travailler avec une autre équipe où il y a moins de réunions. Parce que j'espère qu'à la fin, ce sera moi le directeur et que ce sera moi qui pourra, heu, hem, dire quand seront les réunions ou quand ce sera des mails ou, très bientôt, on va acquérir tel logiciel qui va nous permettre de tout passer au logiciel et d'éviter d'avoir des mails à répétition ou et cetera et cetera. En fait, tu as de l'espoir. Tu as l'espoir que bientôt, ça sera différent. En fait, dans un bullshit job, le principe, c'est qu'il y a pas cet espoir. Ton job manque de sens parce que tu sais que tu auras pas d'augmentation, parce que tu sais que tu seras pas dans un boulot différent, sauf si tu quittes ton job parce que, bah, en fait, parce que tu as pas de sens, quoi. Et évidemment, ces bullshit jobs, ils emmènent des burn-out et de la dépression. Mais c'est tout simplement parce qu'on te dit: «Joue à des règles capitalistes», c'est-à-dire augmenter ton capital au fur et à mesure du temps, parce que le capital que tu vas obtenir tous les mois, il sera plus important dans quelques années. Et là, on te dit: «Tu vas continuer d'obtenir le même capital tous les mois, mais ça ne sera pas plus important par la suite». Et donc en fait, tu ne joues pas au jeu capitaliste là-dedans, mais on t'oblige à faire partie du mouvement capitaliste. Et ça crée, de la dépression, du burn-out et tous ces problèmes-là. Fondamentalement, le bullshit job, c'est pas un problème de manque de sens, c'est un problème d'espoir dans le futur. C'est vraiment un problème de temporalité parce que encore une fois, à un instant T, tout le monde a des bullshit tasks. La différence entre un bullshit task et un bullshit job, c'est la temporalité. Oui, tu En peux tout cas, l'accepter juste sur quelque temps, alors que si ça dure longtemps, c'est là où ça devient plus difficile et ça amène aux dépressions, au c'est burn-out et cetera, tout ce que tu dis. C'est ça, moi, je vais prendre un cas personnel, mais au moment enfin, c'est mon cas d'ailleurs, donc pendant un certain temps, après le covid, on a été obligé de faire, moi j'ai un bac+8, hein. On a été obligé de faire, du secrétariat. En fait, on devait répondre au téléphone, en urgence tous les matins, jusqu'à 11 heures du matin à peu près, pour, essayer de débloquer. En fait, c'était des on donnait des formations à distance. Et donc comme je touchais un peu à l'informatique, on a dit: «Bon, bah, Adrien, ce sera celui qui aidera à débugger, les problèmes avec Teams, les problèmes avec Zoom et cetera». Donc tous les matins, il y avait des gens qui appelaient en urgence: «Bonjour, j'arrive pas à me connecter à ma formation» et cetera et cetera. Bon, toi, tu es chercheur en psychologie, tu as pas rêvé de faire ça. Tu as pas fait 8 ans d'études pour rêver de faire ça, même si c'est un travail qui peut être très intéressant pour certains, mais vraiment moi, déjà le téléphone, c'est pas du tout mon truc de base. Hem j'ai accepté de le faire parce que, ben, l'entreprise avait besoin, parce que, c'était, un moment particulier où, bah, tout le monde était un peu dans le rush et qu'il y avait besoin justement de cette flexibilité et cetera. Dès que j'ai pu, j'ai arrêté, dès un moment donné. Et d'ailleurs mon directeur avait voulu que je continue. J'ai dit: «Non, moi par contre j'ai pas signé pour ça, c'est hors de question». Bon après tu vas me dire: «Oui, mais tu es de la génération, mi Y, mi Z, donc forcément, tu te rebelles machin». Bon peut-être. Mais mais il se trouve que c'était des bullshit tasks Mmh. qui en plus me correspondaient pas, mais que j'ai accepté de faire pendant un certain temps. Mais si j'avais dû faire ça pendant, tout mon contrat, là pour le coup, d'un point de vue santé mentale, ça on aurait pu avoir des discussions, quoi.
Donc c'est le fait que ça ait pas duré longtemps qui fait que, ça s'est bien passé pour moi. Et tout à l'heure, tu disais, tu sais, que les entreprises, elles imposent ce sens au travail, que certaines même essayent de trouver des choses pour avoir plus de sens au travail. Et là, j'avais lu, sur un article sur Slate que, bah, si vous voulez, je vais le mettre aussi dans les notes de l'épisode, comme ça vous pouvez le lire. Et et je vais te lire ce qui est ressorti. En fait, il disait dessus, bah, une culture d'entreprise axée sur le sens de sa mission peut, aussi faire des dégâts. Et là, on a l'histoire de Clémentine, 38 ans, qui nous dit que, bah, pleine de motivation, elle a commencé un emploi dans une boîte engagée, dans la lutte pour l'écologie et souhaitant simplement mettre son énergie au service d'une belle cause. Sauf que bon, bah, elle a rapidement déchanté, hein. Elle nous dit quoi, Clémentine? Elle nous disait que: «J'ai eu la sensation d'être mise au placard au bout de plusieurs mois. Peu à peu, ma charge de travail s'est considérablement réduite. Ma manager m'ignorait et les seules tâches qu'on me confiait étaient à des galaxies des axes stratégiques de l'entreprise», regrette-t-elle. Au point de la pousser à se sentir illégitime, incapable de faire du bon travail et honteuse de sa contribution si faible à la mission de l'entreprise. Finalement, l'absurdité et l'injustice de la situation ont eu raison de sa patience et de sa motivation. Je te vois rire, Adrien. Pourquoi ça te fait Non, c'est rire? moi qui dois rire parce que la première émission qu'on a fait ensemble, tu lisais, après tu dis: «Oh qu'est-ce qu'Adrien il va dire?» Mais là, je vois au moment où tu lis, tu dis: «Contribution à la mission d'entreprise» et là tu dis: «Mais c'est n'importe quoi». Je le vois dans tes yeux que tu dis: «Mais ça veut rien dire, contribution à la mission d'entreprise». C'est vraiment ça. Il y a une évolution. J'espère, chers auditeurs, que vous avez écouté le podcast dans le sens, si vous l'avez pas fait, retournez au début, refaites parce que je vous assure qu'il y a une évolution dans ce podcast-là. Même sur moi, vous avez vu? Oui, exactement ça. Non, mais maintenant, je commence à détecter les gros trucs bullshit en vrai. C'est quoi une mission d'entreprise? La mission d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Oui, Tu peux tu oui, peux tu peux dire: «On gagne de l'argent». Et un effet, comment dire? Un side effect, un effet, à côté. complémentaire, voilà, de l'entreprise. On va avoir l'impression que je suis que anglophone alors que pas du tout, je suis franco-français, c'est terrible. Qu'un effet, secondaire de l'entreprise, c'est de faire le bien parce qu'elle travaille dans le domaine de l'écologie, parce que mais si c'est une entreprise, si c'est pas une association, il faut qu'elle soit rentable. C'est ça la mission d'entreprise, c'est à minima d'être rentable. Oui, mais là, Alors tu vois, après c'est un truc intéressant aussi, tu parles de l'association. Mais c'est pareil, une association, tu dis: «Ah mais super, je vais faire du bénévolat dans une association, ça apporte du sens à ce que je fais en plus». Mais dans combien d'associations, c'est tout le contraire. Il y a plein de gens qui font des burn-out dans ces associations-là. i i Les conditions de ouais. travail, parce que ça reste du travail aussi, même si c'est bénévole, sont aussi terribles. En fait, Heu, il y a des entreprises, ça c'est vraiment important de bien comprendre ça, c'est que là, on parle pas de la différence privée, publique, associative et cetera. Ça n'a rien mmh à voir avec ça. On parle de fonctionnement capitaliste et fonctionnement anticapitaliste. Il y a des entreprises qui fonctionnent de manière anticapitaliste. Il y a des entreprises qui disent: «Mon rôle, c'est d'être rentable, ce n'est pas de faire le maximum de bénéfices possible, notamment, ce n'est pas d'imposer ces bénéfices sur le la santé physique, mentale ou quoi des employés». Il y a des associations, à l'inverse, qui fonctionnent sur un mode capitaliste et qui ont pour objectif de maximiser leurs gains financiers et en particulier, il suffit de voir, hein, il y a des vous tapez, salaire dirigeant association, vous regardez la liste, vous allez voir à quel point certaines associations, les dirigeants ont des gains, faramineux et clairement, ces gains se font au détriment de la santé physique et mentale de ses employés. Donc c'est pour moi, c'est ça vraiment qu'il faut bien comprendre au cours de ces podcasts. C'est pas la distinction privé-public. Le public, ça fonctionne de manière capitaliste de la même manière que le privé. C'est la distinction entre capitaliste, stratégie anticapitaliste et surtout tout est capitaliste, mais il y a dans des entreprises, des associations ou du domaine public, des stratégies anticapitalistes à mettre en œuvre dans des entreprises ou autres capitalistes. C'est ça qui est vraiment important. Ces stratégies anticapitalistes, ça va être de faire vraiment confiance aux gens. Ça va être de ne pas imposer des deadlines intenables. Ça va être de protéger les emplois, de ne pas lier des emplois à des projets. Ça va être etc., etc., etc. Et du coup, pour notre sujet du jour, la stratégie anticapitaliste, ce serait de se dire: «Bon, en fait, on s'en fout du sens au travail. Le travail, c'est quand même quelque chose d'absurde. Je vais au travail pour gagner de l'argent, pour me nourrir, me loger et cetera». Et puis ça serait ça par rapport à notre sujet du jour? Ça serait à minima de alors, tu dis accepter l'absurdité du travail.
pense qu'il y a aussi juste l'idée d'accepter que le travail, c'est du travail, que le travail, c'est pas toute la vie et malheureusement, quand tu dis: «Je vais trouver du sens au travail», l'étape d'après, c'est: «Le sens de ma vie est au travail» et je pense qu'il faut vraiment se battre contre ça. Je pense qu'il faut vraiment se battre contre ça parce qu'effectivement, il y a des personnes je pourrais d'ailleurs parler après de Viktor Frankl, par exemple, qui fait un travail qui a fait un travail formidable là-dessus. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire: «Le travail, c'est du travail». À la base, le travail, c'est une relation contractuelle. Parce qu'en fait, tu vois, il y a aussi cette idée de si je trouve du sens dans le travail et que c'est ça l'important, c'est-à-dire que ceux qui ne travaillent pas n'ont pas de sens dans leur vie. Tu as aussi cette tension-là et en fait, il y a déjà tellement de 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 poids sur les épaules de ceux qui n'arrivent pas à trouver du travail, que tu renforces encore ce poids-là et tu fais encore une distinction entre ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas. Sauf qu'en fait, tu as du sens, tu cherches ton sens dans la vie. Alors déjà, on peut se poser des questions plus, ontologiques, hein, sur le sens de la vie et cetera. Mais c'est déjà tellement compliqué d'accepter de vivre que ça vaut pas le coup de, en plus, se poser de la question d'accepter, le travail alors qu'on est obligé de travailler. De trouver des raisons d'accepter de travailler. Donc je pense qu'il y a déjà ça. Après, si on se base vraiment sur quel est le sens au travail, qui est de maximiser son capital, ça veut dire que le travail sera toujours plus acceptable si le fruit de ton travail est mieux redistribué. Ce qui veut dire soit, bah, accepter de devenir auto-entrepreneur ou de travailler dans des petites entreprises qui redistribuent plus correctement l'argent, parce que là on parle des multinationales, hein, globalement toujours, ceux qui vont maximiser le profit sur les employés, c'est toujours ceux dont le profit va arriver aux investisseurs, parce que c'est leur rôle aux investisseurs. Donc ça va être peut-être travailler dans des plus petites structures et puis ça va aussi parfois être se révolter. Parler des syndicats, mais on peut aussi faire des révoltes, juste, dans les locaux. Tu vois? Moi, mon local, on se fait exploiter pour telle raison, on se bat contre telle raison particulière. Parce que c'est beaucoup plus facile quand tu es dans une multinationale avec des dizaines de milliers d'emplois et que toi, dans ton local, vous êtes 30, vous êtes 50, de se battre à 50 que de se battre avec des gens avec qui tu as vu que des mails et qui habitent aux États-Unis et en Australie et cetera. Donc Camus disait que, face à l'absurde, on est obligé de se révolter, si on n'accepte pas son destin. Il y a une forme là-dedans qu'on peut aussi transposer au monde du travail. Soit tu acceptes les règles, soit tu te poses pas de questions du tout. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la majorité des gens ne se posent pas de questions du tout, mais c'est pas les gens qui nous écoutent. Soit Oui. tu te révoltes par rapport à ça. Alors dans tout ce que tu dis là, il y a quelque chose qui est enlevé, parce que je trouve que par rapport à ce qu'on quand on cherche du sens au travail, si on cherche aussi à dire: «OK, on va au travail», mais il y a une sorte d'épanouissement au travail, tu sais, où on grandit avec le travail, on participe à la vie sociétale et cetera. Mais là, si on commence à dire, bah, tout ce que tu dis que bon, bah, peut-être que ça a pas de sens, puis rien, mais on enlève toute cette partie d'épanouissement au travail. Tu peux être épanoui de plein de manières différentes. Mmh mh. Tu peux t'épanouir dans tes tâches au travail, tu peux t'épanouir dans tes relations sociales au travail. Dans ce cas-là, est-ce que vraiment tu es productif? Pas forcément. Parfois oui, parfois non, parfois un peu. Tu peux aussi, en fait, tout dépend de ce que tu appelles le travail parce que si travail égale productivité, alors tu peux pas t'épanouir au travail. Tu peux pas t'épanouir dans ta productivité parce que plus on va tirer ta productivité, plus, plus ça va t'imposer un stress sur un individu. Donc il faut trouver en fait la pro c'est la même, réponse que j'avais déjà fait la dernière fois il faut jamais être productif à 100. Il faut être au maximum productif à 80. Mais pour trouver du sens à son travail aussi. C'est-à-dire que ton sens que tu vas trouver au travail, il se trouvera toujours dans le rapport entre ces 80 où tu es productif et ces 20 où tu ne l'es pas. Parce que ça peut être, enfin, trouver du sens au travail, c'est quoi? C'est tu vas trouver du sens parce que, bah, tu as du support ou du soutien moral, avec des personnes, parce que, ta tâche en tant que telle, elle va te procurer du flow, parce qu'il y a des tâches qui vont pas te procurer du flow. Mmh. Parce que, tu vas espérer un futur qui te permet d'avoir quelque chose qui te fait plus de sens. Bah, dans ce cas-là, tout ce que tu fais n'a pas de sens tant que tu n'as pas acquis ce qui va te faire du sens. Donc en fait, peu importe comment tu vois les choses, tu auras toujours une tension entre cette productivité et le sens du travail. Et quelqu'un qui est 100 productif, il n'a aucun sens à son travail actuel. Souvent, les gens sont 100 productifs dans l'espoir d'avoir du sens plus tard. Tu parlais dans un podcast précédent, tu parlais, bah, le podcast sur le quiet quitting, de cet Mmh. homme qui, travaillait, Oui. toujours à 1000 peu importe, le dirigeant, peu importe, c'est quoi le sens de son travail? Le sens de son travail, c'est un sens compétitif.
Lui, il est vraiment ancré dans le capitalisme. Le sens de son travail, c'est de vaincre les autres. Là, il est vraiment dans une forme de capitalisme, mais son sens à lui, c'est pas dans la collaboration, son sens à lui, c'est pas dans le flow, il a jamais parlé de choses comme ça. Le sens de son travail, c'est un sens très, darwinien, tu vois? C'est Mmh. écraser les autres et surgir de la masse. Ouais. C'est aussi un sens au travail. Est-ce que c'est le type de sens au travail qu'on veut, montrer ou que l'on veut, mettre en avant? La réponse est dans le capitalisme, oui. Dans le capitalisme, on dit: «Seuls les meilleurs ont accès aux meilleurs projets». Mmh. Est-ce que c'est vraiment ça que nous, en tant que personnes qui nous intéressons à la qualité de vie au travail, on veut? Donc en fait, tous les sens au travail ne se valent pas non plus. Et est-ce que d'après toi, on peut se défaire du coup de cette injonction de trouver du sens au travail? Si on était dans une, société dans laquelle on disait aux individus: «Tu peux gagner jusqu'à tant, tu choisis ton salaire. Tu peux travailler jusqu'à tant, tu choisis ta durée de travail que tu veux». Alors ce serait facile de trouver du sens au travail. Ce serait beaucoup plus facile de trouver du sens au travail. Tu dis: «Ben, moi, c'est ce salaire-là qui me va le mieux par rapport à tel temps Mmh. de travail». Sauf que là, tout ça, on te l'impose. C'est-à-dire qu'on réduit tes libertés de trouver du sens à ton travail. Et dans ce cas-là, tu peux pas en fait, l'injonction, c'est il y a pas qu'une injonction de sens au travail, il y a une injonction au travail, déjà. En fait, l'injonction du sens au travail dépend de ton injonction au travail. C'est-à-dire, on te dit: «Il faut que tu sois le plus productif possible» et tu dis: «Mais comment c'est possible que j'accepte ma situation?» Et là, tu trouves du sens au travail pour accepter sa situation. Donc la question que tu poses, en fait, c'est: «Est-ce qu'on peut se défaire de la productivité?» Et la réponse est, dans la forme la plus primaire du capitalisme, non. Mais Mmh. peut-être que si on utilise des stratégies anticapitalistes, on peut se défaire de l'injonction de productivité et dans ce cas-là, on n'a plus besoin de sens au travail. C'est pas le cas actuellement, donc qu'est-ce qu'on dit? Ben, OK, on te fait des injonctions à productivité et débrouille-toi pour trouver du sens à ton travail. Et là, j'aurais dit: «Non, on peut pas, se priver de sens au travail si on veut pas sombrer dans le désespoir de son travail, malheureusement». Est-ce que tu trouves du sens à ton travail, là? Je trouve du sens à mon travail, mais je suis complètement libéré d'injonctions de productivité. Mmh. Que je publie, un article par an ou que j'en publie 4 ou que j'en publie 8, ça changera rien à mon travail. Que j'enregistre un podcast avec toi pendant mon travail, alors que faire un podcast avec toi n'apporte rien en termes de productivité au travail, c'est toléré. Donc c'est facile pour moi de trouver du sens à mon travail quand ce que je fais dans mon travail, c'est majoritairement pas pour mon travail. J'ai pas de productivité. Tu vois, c'est là où je me disais que peut-être que c'était là le sens au travail qui est facile en fait, selon certains métiers, à trouver du sens au Bien travail sûr. parce que tu as cette liberté. Alors par rapport à d'autres métiers où quand tu as aucune liberté, aucun choix, quand tu imposes les heures de travail, quand tu imposes le rythme de travail, je vois pas comment tu arrives à trouver du sens à tout ça. Et justement, c'est là où je te rejoins par rapport à la question précédente sur les cadres, qui est qu'en fait, il y a une sorte de contrat social où plus tu fais d'études, plus tu vas avoir de liberté vis-à-vis de ces impositions de productivité, où ben voilà, tu as pas fait d'études, tu es technicien, tu es, ouvrier, tu es employé de magasin, tu auras aucune liberté par rapport à ça. Mmh. Mais on te dit, en augmentant les échelons, en travaillant des bac+5 et cetera, on va te libérer du temps. Du temps pour penser, du temps pour faire autre chose et cetera. Ce qui est le cas pour moi, tu vois? Moi, j'ai un bac+8, j'ai du temps. J'ai du temps pour penser, j'ai du temps pour, sortir dehors, m'aérer, pour réfléchir, parce qu'en plus de ça, mon métier nécessite un temps long. Chercheur, ça nécessite du temps, ça nécessite de maturer ses idées. Qu'est-ce qui se passe quand tu as un bac+5, qu'on te dit: «Bah, grâce à ton bac+5, on te libère du temps» et qu'en fait, fondamentalement, on te libère pas de temps? On te dit: «Non, tu dois rester 10 heures, tu dois être là avant tes collègues et tu dois rester jusqu'à ce que tes collègues soient partis du travail». Et on attend de tes collègues qu'ils soient au travail de 9 heures à 18 heures. C'est là où il y a cette tension qui devient extrême. C'est qu'il y a un contrat social qui te dit: «Tu as de la liberté» et tu n'as pas de liberté dans ton travail effectif. Et là, en fait, tu dois te dire: «Mais est-ce que j'ai été dupé de mon contrat social? Ou est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle j'accepte finalement ce contrat social?» Et la raison pour laquelle j'accepte ce contrat social, c'est le sens que je donne à mon travail. Mmh. Et tout à l'heure, tu voulais nous parler de Viktor Frankl. Qui est Viktor Frankl? Viktor Frankl, donc en fait, sur les le la en fait, en psychanalyse, on parle énormément de Freud, mais il faut savoir qu'il y a eu 3 écoles de psychanalyse différentes, 3 écoles de Vienne.
différentes. La première, c'est Adler, la deuxième, c'est Freud et la troisième, c'est Viktor Frankl. Et Viktor Frankl, c'est un psychanalyste donc, qui a publié la majorité de ses connaissances, après la Seconde Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui est ressorti des camps de concentration et qui s'est posé la question: «Mais qu'est-ce qui fait dans les camps de concentration?» Non pas que je dise que le travail ressemble à des camps de concentration, attention. Il dit: «La question est Merci qu'est-ce pour qui la précision, Raymond. On était là genre: «Wow!» OK. la question est qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui peuvent rester, survivre plusieurs années dans les camps de concentration, quand la majorité des gens meurent au bout de quelques jours? Quelle est vraiment la différence entre ces personnes-là?» Et alors il tire une interprétation, encore une fois, c'est une interprétation, on n'est pas sur de la science, pure et dure ou quoi, c'est juste de l'interprétation et des histoires. Et il dit: «Ben, en fait, c'est parce qu'ils avaient du sens à leur vie qui les a permis de tenir». Et là où je trouve que ça devient hyper intéressant, c'est qu'il distingue 3 types de sens dans la vie et il dit: «Le premier sens dans la vie, c'est les enfants. C'est la transmission aux enfants. Pourquoi je vis? C'est pour transmettre mon héritage génétique ou, pour transmettre mon savoir ou tout simplement pour que les gens se souviennent de moi. Les personnes qui se souviendront le plus de moi, ce seront mes enfants». La deuxième raison, c'est une cause plus grande que soi. Les gens qui font du milieu associatif, les gens qui s'investissent en politique, les gens qui voilà, je vis pour une cause qui me dépasse. Et la troisième, c'est un produit qui me dépasse. Par exemple, les gens qui vont, faire, des bateaux chez eux, tu vois? Ils dans leur garage, ils ont un bateau, et moi je pense souvent à cette idée de NCIS, tu sais le mec dans NCIS qui fait un bateau chez lui tout le temps. Il sait très bien qu'il mourra avant que son bateau sera terminé. Mais tous les épisodes, tu le vois en train de polir, de machin, tu vois? Je sais pas ce qu'il fait avec son bateau, tout le temps. C'est l'idée de faire des choses qui vont nous dépasser. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont faire, des châteaux en allumettes ou qui vont des trucs qui vont te dépasser. Et en fait, moi, la manière dont j'analyse ça sous le format de l'espoir. Les gens ont l'espoir que dans le futur, même une fois qu'ils seront partis, on se souviendra d'eux, ce qui est absolument futile. En fait, c'est la même question de pourquoi tu crois en Dieu. Je crois en Dieu parce que j'espère que dans le futur, une fois que je serai mort, il y aura quelqu'un qui pensera à moi et où je serai réincarné ailleurs. En fait, l'espoir de dire: «Je suis incarné dans mes enfants» et cetera, c'est ce qui nous aide à supporter, l'absurdité de notre vie. Et le travail, quand tu dis: «Je suis en compétition», je reprends, hein, encore une fois la personne dont on a parlé au début, dans le podcast précédent qui veut être en compétition avec tout le monde. Lui, il veut être reconnu par ses pairs, par les personnes avec qui il a travaillé, par ses collaborateurs, par ses anciens responsables hiérarchiques comme étant celui qui a vaincu. Il a l'espoir d'être reconnu comme ça. Pourquoi il se sacrifie à son travail autant que ça et qu'il juge que ceux qui ne se sacrifient pas autant que lui sont des quiet quitters? Il le fait parce qu'il a l'espoir que plus tard il sera reconnu comme étant celui qui a battu Mmh. tout le monde. On est toujours dans cette notion d'espoir et pour moi le sens dans la vie, ou sens au travail, enfin c'est pas pour moi, c'est Camus qui dit ça. Moi je je suis là juste pour expliquer un petit peu 2-3 concepts avec mes simples mots, mais c'est lui qui parle de ça en disant: «Mais tout ça est lié à l'espoir». Et il dit: «Pour être heureux, il faut arrêter avec cette notion d'espoir. Pour être heureux, il faut accepter le mo il faut être heureux du moment présent». Je pense que c'est Parce que l'espoir, fondamentalement. c'est quelque chose dans le futur, donc qui est Bah, c'est quelque complètement chose qui sera incertain pas et qui te forcément fera réalisé. Mais oui, c'est quelque chose qui sera pas forcément réalisé. Si tu joues avec la règle capitaliste en disant: «Plus tard, j'aurai suffisamment de capital pour acheter une maison, j'aurai suffisamment de capital pour acheter une maison secondaire, j'aurai suffisamment de capital pour pouvoir réinvestir en bourse, pour pouvoir, assurer l'équilibre financier de mes enfants, pour» en fait, tu vis toujours avec une anxiété. Tu vis dans l'anxiété de: «Et si j'arrive pas à?» Et du coup, ce sens que tu vas donner dans ton travail, il te fait plus de mal que de bien quelque part parce qu'il va te provoquer cette anxiété. Donc il faut faire ces tâches absurdes et s'imaginer heureux, tu vois? Un truc comme ça. imaginez, ouais, avoir l'espoir d'être heureux avec Justement non, pas avoir l'espoir d'être heureux, il faut imaginer être heureux dans l'instant présent. C'est ça le principe de ne pas croire de ne pas croire que l'espoir nous rend heureux. Ce qui nous rend heureux, ce serait l'instant présent. C'est accepter ce moment. Et ce que dit Kiyosaki, c'est qu'il faut se révolter par rapport à ça. Ce qui nous rend heureux, c'est d'être révolté par rapport à ça. C'est le faire de faire nos tâches tout en se disant que c'est pas normal de faire nos tâches. Et aussi, pourquoi mais pas, c'est absurde, essayer c'est d'améliorer les choses. totalement absurde.
Mais si tu te dis: «J'accepte de faire ces tâches», Mmh. mais je dis aux autres que c'est pas normal de faire ces tâches et j'essaye d'améliorer mon quotidien par rapport à ça OK. maintenant. Ouais. C'est là où tu vas améliorer les choses. Mais c'est tellement difficile Mmh. parce que moi, tu vois, je travaille beaucoup sur les cas de fraude, sur les cas de manipulation dans les articles scientifiques. Mmh. Tu vois bien quand tu dis aux gens: «C'est pas normal la manière dont ça fonctionne actuellement, la science», que c'est pas normal que bon, je prends un exemple extrêmement connu en France, mais que Didier Raoult soit toujours Ouais. directeur et soit toujours à son poste, avec des dizaines d'articles rétractés, avec la mise en danger de patients, avec des faux, comment on appelle ça? Des fausses, j'ai le terme en anglais encore, c'est terrible. Du Vas-y. le comité de bioéthique, qui a approuvé une étude et en fait, lui, il a dit que le comité de bioéthique avait approuvé 200 études avec le même numéro de comité de bioéthique. C'est pas possible et c'est-à-dire qu'il est passé outre l'avis du comité de bioéthique en disant: «Bah, c'est pas grave, on en a pas besoin et on va mettre en danger la vie des patients». Comment ça se fait que cette personne-là, elle est pas en prison aujourd'hui? Et comment ça se fait qu'elle puisse continuer à faire des recherches? Et comment c'est possible qu'elle puisse continuer à mettre en danger la vie des patients? Pour moi, il y a une forme d'absurde là-dedans et la seule réponse que j'ai par rapport à ça, c'est de me révolter. C'est de dire: «C'est pas Mmh. normal», c'est d'en parler aux autres, c'est, d'en parler aux éditeurs, c'est d'en parler d'essayer de faire bouger les choses. Je pense qu'en fait, dans son travail, c'est ça qu'il faut faire, c'est de dire: «J'essaye de me battre seul et avec les autres pour améliorer mes conditions d'existence actuelles». Ça passe par les syndicats, mais ça passe pas forcément par les syndicats, ça peut aussi passer par juste ton équipe de travail. Ouais. Dire: «Bah, nous, dans notre équipe, on souffre à cause de ça». Alors parfois, c'est parfois juste faire un mail où tout le monde signe en disant: «Est-ce qu'on peut, changer ça?» C'est faire du dialogue. Puis parfois, c'est pas se faire du dialogue, c'est d'aller dans la confrontation. C'est de dire: «Bah, finalement, nous, en tant qu'équipe, on refuse cette tâche-là, parce que vous avez refusé le dialogue». C'est ça que je trouve ça vraiment intéressant là dans ce que tu dis, c'est, bah, de se rappeler parfois, à certains moments justement de: «OK, ce qu'on fait là, c'est pas top, c'est absurde, c'est tout ça, on le fait parce qu'on doit le faire, mais par contre, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cet environnement de travail-là?» Puis ça fait penser à tout ça, donc j'aime Qu'est-ce qu'on beaucoup ça. fait actuellement pour Ouais, éviter d'avoir de l'espoir, espoir qui n'existera pas une fois que ce sera réalisé parce qu'on sera toujours déçu de notre mmh, espoir? Et finalement, tout le monde vit dans un monde capitaliste sur l'espoir parce que le principe du capitalisme, c'est d'espérer augmenter son capital par rapport au capital existant. Donc, le capitalisme ne fonctionne que sur l'espoir. Si on veut avoir une stratégie anticapitaliste relative au sens du travail, il faut retirer cette notion d'espoir du travail et travailler uniquement sur l'existant et améliorer ses conditions de travail sur l'existant. C'est ça, la conclusion peut-être de cet épisode. ah non, non, attends, pas de conclusion, parce que j'ai Ah une mince. dernière question pour ta dernière question, parce qu'on va faire notre dernier épisode la semaine prochaine, épisode que j'attends tant depuis longtemps, qui sera l'épisode sur la confiance. Donc pour amorcer cet épisode, d'après toi, est-ce que si je te dis: «Il y a pas de sens au travail sans confiance», qu'est-ce que tu me réponds? Je réponds qu'il faut bien croire les capitalistes, il faut bien avoir confiance en les capitalistes pour accepter l'absurde dans son travail sans le remettre en question. Donc on a besoin de cette confiance-là. Les capitalistes ont besoin qu'on leur fasse confiance et que qu'on leur ils ont besoin qu'on leur fasse confiance quand ils nous disent qu'on a besoin de trouver du sens au travail, pour que notre productivité soit suffisante. Et là, je pense que ça clôture le podcast. Merci beaucoup, Adrien.